On a demandé à ce que les orgueilleux se fassent ridiculiser, à ce que leurs orgueils se fassent casser, briser. C'est en train de se passer. Je vais te couper à chaque phrase, Sophie. Tais-toi, femme. Hein? On est un peu macho, c'est pas grave. Oh là là, t'as vu ça? T'as vu ça, les pédophiles que c'est? Voilà, ils visent les gosses, ils visent les enfants. Vous commencez vraiment, les menteurs et les manipulateurs, à nous courir sur le haricot et à nous faire perdre patience, ça va finir qu'on va vraiment vous jeter dans un feu, ça va finir en massacre. Alors ça aussi, Thomas Pesquet, il le fait souvent. Sophie, commence pas à faire ça parce qu'on va te mettre des claques dans ta tête. Non mais ça va, ouais. Bon bah écoute, toi t'es une femme, bon bah t'es jamais qu'un réceptacle à sperme pour pouvoir développer des fœtus à l'intérieur. On va aussi te considérer comme ça, hein. On va te réduire à ta plus simple expression. Nous on a une autre direction, et puis on va même plus penser à vous en fait. C'est-à-dire, tu pourras crever la gueule ouverte, on rigolera nous. T'es la petite Sophie Adno, alors ça, putain, on va s'essuyer les pieds sur ta tronche, hein, ma grande, hein. D'accord? Bouge pas, peut-être je reviens après de finir. Hein? Non, reste assise, Sophie, bouge pas, baisse la tête, baisse le museau, peut-être on revient plus tard t'en mettre une. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ?» Il répondit « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parole. » Et Jésus lui dit « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté à l'écart? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Elle est surprenante. Elle est très surprenante. Madame Sophie Adno, la championne du mensonge en France. Toi, Sophie, t'es arrivée là comme une pâquerette au milieu des prés. T'es la championne des menteuses. L'Agence spatiale européenne a présenté hier sa nouvelle promotion. Ils sont 6, un Espagnol, un Belge, un Suisse, un Britannique. Ah, je la connais. Alors, il y a un Espagnol, un Suisse, un Belge et un Français. Ils sont dans une station spatiale et à un moment donné, il y a un trou. Et il y en a un qui dit à l'autre, qui c'est qu'il y a des sachets de thé pour trouver où est le trou? Non, c'est pas ça, pardon, excuse-moi. 4 hommes donc, et 2 femmes, Rosemary Coogan et Sophie Adno. Rosemary Cougar Vous pouvez nous la présenter, cette Rosemary Cougar? Qui nous fait le grand plaisir d'être en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée votre nuit entre peut-être... Alors ça te regarde pas, ça c'est entre nous, c'est entre Sophie et moi, t'as pas à demander comment ça s'est passé la nuit, etc. D'accord? Elle était en apesanteur, c'est tout, stop. Il n'y a pas que l'espace, il y a aussi cette forêt de micros et caméras qui était braquée sur vous hier. Oui, alors la médiatisation, on s'y attend hein, quand on part sur ce chemin, sur ce métier, mais... non mais t'imagines la blague quoi. Ah, on s'y attend à être médiatisé. Mais vous êtes là pour ça, c'est votre rôle principal. Ton rôle principal, Sophie, c'est pas d'aller faire des expériences, c'est pas d'aller réparer la station spatiale, sinon il y aurait des mécanos dans la station qui seraient occupés à faire ça H24 pendant que vous faites les expériences. Ton rôle, c'est... Merde, Sophie, quoi. Sophie. Mais pour moi, au-delà de la médiatisation... La médiatisation, c'est ton rôle premier. Tu sers qu'à ça, t'es un agent de propagande, Sophie. Arrête de faire semblant, c'est pénible, on dirait qu'on a une petite PN, on a envie de te tirer les couettes là. Les moins jeunes d'ailleurs, mais tout ce que fait le spatial pour nous, donc... Tout ce que fait le spatial sur nous. Ah oui, je vais te couper à chaque phrase, Sophie. Tais-toi, femme.
Hein, on est un peu macho, c'est pas grave. Eh ben, il y a une très très jeune auditrice au bout du fil. Elle s'appelle Ina. Il faut qu'on la prenne vite parce qu'elle va repartir à l'école. Elle a 6 ans. Bonjour Ina. Oh là là, t'as vu ça? T'as vu ça, les pédophiles que c'est? Voilà, ils visent les gosses, ils visent les enfants. Non mais attends. Viens voir discuter entre adultes là, Sophie. Là. Parce que là, il y a un couac là dans votre histoire. Et puis ben... Toi, tu t'es engagé dans une aventure là. Je sais pas si tu vas assumer ce dans quoi tu t'es engagé. Et puis, bah écoute, je sais pas si tu te rends compte dans quoi t'as mis les pieds là, Sophie. Mais ça va être dur, hein. Bonjour. Ah, tu voulais parler à Sophie Adno. Oui. Bonjour Lina. Quelle est ta question? Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Ina, j'ai 6 ans. Oui, mais alors on n'a pas le temps, Lina, parce qu'on a une page de pub qui arrive dans pas longtemps là. Et mind-toi le cul en fait, parce qu'on est à la télé, on est à la radio, on n'a pas trop le temps en fait. Hein, donc si tu pouvais poser ta question, voilà, merci. J'ai 2 questions. La première, c'est quelle est votre planète préférée? C'est mignon, quelle est votre planète préférée? C'est mignon. Voilà, enfant de 6 ans, déjà bien conditionné, etc. Je te dis, à la naissance, ils te mettent le globe dans la tête déjà. Voilà, comme ça, t'as déjà le tampon sataniste dans ta tronche et après le reste, tu l'avaleras beaucoup plus facilement. Et la deuxième, c'est est-ce que depuis toute petite, vous avez aimé l'espace? Allez, je vais laisser Sophie Adno te répondre. La planète préférée d'abord. Alors Ina, oui, merci de tes questions. C'est vraiment hyper touchant pour moi ce que tu viens de dire. Alors ma planète préférée, sans aucun doute, c'est la planète Terre. Déjà parce qu'on est... Déjà parce qu'elle n'a pas été visiter les autres, hein, donc elle ne peut pas vraiment comparer. Hein, donc c'est un petit peu débile comme truc, mais bon. Oh là là, c'est tellement touchant, c'est tellement mignon, les enfants sont formidables. Bande de bâtards d'acteurs-nautes de mes deux. Vous êtes vraiment des chiens de la casse, vous êtes vraiment des pourritures. Vous vous servez des enfants pour entretenir votre notoriété. Vous commencez vraiment, les menteurs et les manipulateurs, à nous courir sur le haricot et à nous faire perdre patience. Ça va finir qu'on va vraiment vous jeter dans un feu, ça va finir en massacre. Mais t'as pas d'âme, toi, t'as pas de conscience, Sophie Adno. Déjà parce qu'on est tous là sur la planète Terre et puis parce que ben voilà, on est un peu sur notre véhicule spatial, hein, la Terre elle est dans l'espace. Oh là là, alors ça aussi Thomas Pesquet il le fait souvent. Sophie, commence pas à faire ça parce qu'on va te mettre des claques dans ta tête. Mais ça va, ouais. Bon bah écoute, toi t'es une femme, bon bah t'es jamais qu'un réceptacle à sperme pour pouvoir développer des fœtus à l'intérieur. On va aussi te considérer comme ça, hein. On va te réduire à ta plus simple expression. On est tous ensemble là dans cette même aventure et on fait... Alors non, on est tous ensemble, pas vraiment, on n'est pas vraiment tous ensemble parce que vous allez aller de votre côté, hein, avec les menteurs, les manipulateurs, les fils de la perdition, les fils du diable, d'accord? Et puis nous on va dans une autre direction, donc on n'est pas tous ensemble en fait, hein. C'est que là maintenant vous allez aller dans votre cap, dans votre camp, avec les menteurs, les manipulateurs, les foutus, etc. Et puis nous on a une autre direction, et puis on va même plus penser à vous en fait, c'est-à-dire tu pourras crever la gueule ouverte, on rigolera nous. On rigolera parce que ça fait trop longtemps en fait que vous pervertissez, corrompez, maltraitez les êtres humains. Donc il n'y a plus de pitié pour vous, aucune compassion, aucune empathie. Attends, tu voudrais quoi encore? Quand vous dites ambassadrice, au fond, ça veut dire quoi? Question très basique. Mais parce que t'es trop con, le journaliste, pour comprendre. C'est des acteurs d'une promotion, d'une propagande. Ils sont ambassadeurs. C'est le nouveau mot qu'ils ont trouvé parce que ça fait un peu plus Star Wars. Ça fait un peu plus ambassadeur de la République, de la planète Tatooine ou je sais pas quoi. C'est, voilà, ils ont trouvé le nouveau mot là, c'est ambassadeur. On est ambassadeur. Non, 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 c'est des agents de propagande. C'est tout. Il y en a eu des fraudes hein, dans l'histoire, hein, entre ceux qui ont inventé des squelettes de dinosaures, d'autres qui ont inventé du Darwin du singe, d'autres qui t'ont fait bouffer je sais pas quoi. Il y en a eu des arnaques, hein, puis alors, la picouse récemment, et puis le 11 septembre et tout ça. Putain, et des trucs lourds, hein, des gros trucs hein, historiques, hein, des secrets d'État. Hein. Bon, nous on est au courant de tout ça parce qu'on n'est pas des débiles comme vous, et puis on s'en est rendu compte, on en a pris conscience, et puis parce qu'on a eu l'humilité d'accepter la vérité. On n'est pas des orgueilleux à dire ouais mais non c'est du complotisme, ça m'intéresse pas. Bon. Là, le spationaute est surtout là pour faire contribuer au développement de la science et de la technologie à bord. Des phrases clés, des phrases chocs. Tu te rappelles dans la Cité de la Peur? Dites donc, il va falloir trouver des phrases chocs hein, quand même. Hein. Des quoi? Des phrases chocs. Mais quel genre de phrases? Des phrases chocs. Bon, bah tu vas chez les astronautes, ils ont des phrases chocs. On est là pour le développement de la science et des technologies. Mais putain, quelle technologie vous avez développée dans votre station spatiale? Oh, bordel de merde. Et quelle
Qu'est-ce que vous apportez à l'humanité? Donne-moi une liste concrète de 10 choses qui ont été utiles à toute l'humanité grâce au spatial. Il n'y a rien, putain. C'est un spectacle pour enfants avec des gogoles qui bouffent en apesanteur, qui font des saltos, qui s'habillent en déguisement de singe, qui se courent derrière. C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et elle ose appeler ça de la science, cette actrice-là. Sophie, je t'aime bien, hein, mais putain, on va te mettre des claques, ma grande. Ça suffit, les menteurs et les manipulateurs. L'arnaque du spatial, ça n'a que trop duré. Ambassadrice, c'est aussi la personne qui va pouvoir inspirer les jeunes gens. Alors, je vais donner un chiffre clé. Juste après le décollage de Samantha Cristoforetti, l'italienne de l'Agence spatiale européenne. Ah oui, on se rappelle bien de Samantha Cristoforetti, là. Putain, on avait fait pas mal de vidéos aussi sur elle. Oh là 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 là, elle, quelle petite peste. Celle-là, cette petite connasse là, cette petite sorcière là, tu sais ce qu'elle se permet de faire? Elle fait une vidéo pour les jeunes là, tout le monde l'a vu là, tous ceux qui connaissent, ils l'ont vu cette vidéo là. Elle fait une vidéo pour les jeunes de collège pour leur expliquer les lois de la physique en apesanteur, etc. Et à un moment donné, elle te fait apparaître une peluche à l'image, et elle la prend avec ses mains. Et les NASA Boys viennent nous dire encore qu'il n'y a pas de possibilité de truquer les images, etc. Mais ils le font devant tes yeux, sans gêne, sans se cacher, etc. D'une manière de vous faire un gros fuck comme ça, dans ta face, pour te dire, bande de connards, on truque les images comme on veut. La preuve, on le fait sous vos yeux pour vous expliquer des lois de physique, etc. pour les collégiens, pour bien se foutre de votre gueule. Et vous êtes encore là en train d'en bouffer. Bah, quelque part, vous méritez de vous faire enculer, les NASA Boys. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a eu plus 15% de femmes qui se sont inscrites dans des parcours scientifiques. Donc il y a des chiffres concrets. Ah, d'accord, c'est grâce au spatial qu'il y a plus de filles qui s'intéressent à la science? Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr. Mais vas-y, hein. Prends les lauriers, hein, Sophie. Hein. Prends les lauriers, hein, vas-y. Pendant l'émission Apollo, il y a eu, alors j'ai pas les pourcentages, mais il y a eu une montée exponentielle des nombres de thèses et de PhD qui ont été faits dans les milieux scientifiques. Donc pour moi, clairement, le vecteur ambassadeur, en fait, d'un astronaute, c'est pouvoir parler des sciences, de la technologie, tout en faisant rêver. D'accord, pas de problème. Alors Sophie, on va arrêter là tout de suite, d'accord? Je vais peut-être faire la suite après. Mais alors Sophie, donc ton premier rôle en tant qu'ambassadrice, c'est de parler des sciences et des technologies en plus de faire rêver. Alors pour nous faire rêver, on n'a pas besoin de toi, t'inquiète pas. Nous, on a des rêves, on a des ambitions, on a des visions, on a un avenir, on a un futur là qui dépasse toute la gnognotte que tu pourras nous amener. Donc pour ça, on n'a pas besoin de toi. Par contre, pour parler effectivement de science et de technologie, ben alors, donc vous êtes là pour ça. Ben écoute, ben nous on veut en parler, nous ça nous intéresse, on a plein de questions, des questions précises, etc. qui vont faire que les gens ils vont se gratter la tête et ça va peut-être justement développer des vocations de certaines personnes pour aller s'intéresser aux sciences. Alors Sophie, quand est-ce qu'on se voit pour discuter? Parce que Thomas, il a perdu sa paire de couilles, apparemment il faut qu'il se lave les mains à l'eau chaude et puis qu'il aille les rechercher dans le ventre de sa mère parce qu'elles sont restées bloquées dans le ventre de sa mère à la naissance. Mais toi Sophie, t'as quand même du courage, le courage des femmes, tu vois, t'as la niaque, t'as envie de gagner. Mais vas-y, continue à faire l'ambassadrice des menteuses, hein. Y a pas de problème Sophie. Tu vas, je vais te coller au basque ma grande. Je te garantis, je vais te coller au basque. Dès que tu vas ouvrir la bouche, etc., plus rien de spirituel. Par contre, la NASA, les astronautes et la petite Sophie Adno, alors ça, putain, on va s'essuyer les pieds sur ta tronche, hein, ma grande, hein. D'accord? Bouge pas, peut-être je reviens après de finir. Hein? Non, reste assise, Sophie, bouge pas, baisse la tête, baisse le museau, peut-être on revient plus tard t'en mettre une. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. Ha ha. Alors non, on est tous ensemble, pas vraiment, on n'est pas vraiment tous ensemble parce que vous allez aller de votre côté hein, avec les menteurs, les manipulateurs, les fils de la perdition, les fils du diable, d'accord? Et puis nous on va dans une autre direction, donc on n'est pas tous ensemble en fait, hein. C'est que là maintenant vous allez aller dans votre cap, dans votre camp avec les menteurs, les manipulateurs, les foutus, etc. Et puis nous on a une autre direction, et puis on va même plus penser à vous en fait, c'est-à-dire tu pourras crever la gueule ouverte, on rigolera nous. Il n'y a plus de pitié pour vous, aucune compassion, aucune empathie, attends tu voudrais quoi encore? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau.
Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus, tu l'as dit, mec. On ne manque pas de respect à Jésus. On a demandé à ce que les orgueilleux se fassent ridiculiser, à ce que leurs orgueils se fassent casser et briser. C'est en train de se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Tu me reconnais? On ne peut pas argumenter face à un théoricien du complot. Même si vous leur fournissez des preuves accablantes de leur égarement, ils vous balanceront à la gueule des arguments au mieux biaisés, au pire irréfutables, et vous aurez perdu votre temps tout en leur donnant de la visibilité. Car c'est ça le cœur du problème. Quand on débat avec un complotiste, on lui donne de la visibilité. Et les gens influençables qui verront les commentaires Facebook, YouTube ou autres, ne liront pas vos commentaires de 2 pages où vous répondez aux conspirationnistes. Par contre, ils verront sans difficulté leurs arguments à eux, rhétoriques qui tiennent en 2 lignes et qui sont facilement compréhensibles. Et ils risqueront alors de mettre le pied sur une pente glissante. Donc voilà ce que je vous conseille de faire dès à présent. Quand vous voyez un commentaire complotiste quelque part, n'y répondez pas, mais signalez-le systématiquement. Signalez les publications Facebook, les vidéos conspirationnistes et tous les contenus qui participent à propager des théories du complot, fake news et autres infos bidons. On ne peut pas les empêcher d'exister et on ne peut pas empêcher ces gens de croire à n'importe quoi. Mais on peut tout faire pour limiter leur visibilité vis-à-vis des gens influençables et qui risqueraient de croire à ce genre d'âneries. Comme le dirait le défécator, l'obscurantisme doit retourner à l'obscurité. C'est de notre faute si de plus en plus de gens croient que la Terre est plate. En nous moquant massivement d'eux, nous leur avons donné de la visibilité. Il est maintenant temps de les faire retourner dans leur cloaque puant pour qu'ils y restent et arrêtent d'essayer d'empêcher le monde de tourner en rond. Parce que comme disait Galilée, « et pour si muove ». Alors, je vais apprendre en même temps que vous, parce que c'est pas un truc que j'ai fait, mais vous pouvez taper Pharos, P-H-A-R-O-S, sur votre moteur de recherche. Vous arrivez sur le site du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, voilà, et vous pouvez signaler un contenu illicite de l'Internet. Alors, on va faire ça ensemble. Venez avec moi, à plusieurs, c'est moins intimidant. Alors, on va signaler un contenu, voilà. Alors, mise en danger des personnes, terrorisme, menace ou incitation à la violence, pédophilie ou corruption de mineurs sur Internet, incitation à la haine, trafic illicite, incitation à commettre des infractions, escroquerie, injure ou diffamation, spam, menace ou incitation à la violence, ou incitation... On parle quand même de péter la gueule à quelqu'un. Est-ce que je fais le choix de dire que c'est une menace ou une incitation à la violence? Je continue. Je suis la victime du signalement. Oui, c'est moi la victime. Ce contenu date d'ailleurs de l'observation. Je remonte ici et j'ai un lien. Alors, on va prendre ça. C'était le 8 décembre. C'était jeudi dernier. À quelle heure c'était? Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je sais pas. Je copie. Je colle. Commentaire facultatif. Je suis le cofondateur de La Tronche en Biais, une chaîne de vulgarisation de l'esprit critique, qui analyse notamment les contenus complotistes. 4 personnes réunies lors d'un live ont eu ces propos à mon encontre. Et donc, je copie avec les eurodatages, etc., etc. Bien. Continuez.
France, machin. Je continue. Votre signalement HB5. J'espère que c'est ça. Accusé de réception. Et en fait, vous voyez, c'est extrêmement simple. Dans l'avenir, j'aimerais bien faire un sujet avec des gens qui travaillent sur le cyberharcèlement pour expliquer ce que c'est que le cyberharcèlement, comment on peut le signaler, quels sont les outils à disposition des victimes pour assainir un peu tout ça, parce que le climat est vraiment dégueulasse. En tout cas, bon bah moi le signalement est fait. Alors, addenda à cette vidéo, chers amis, je viens à l'instant d'avoir un coup de fil de Pharos. Je vous souhaite une bonne journée. De même. Week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ils sont super réactifs, donc je retire mon chapeau. Il m'a dit, vous êtes victime de menaces de mort. Donc, Pharos fait un signalement, ça va partir aux renseignements généraux, et ça va partir à Nancy, et il me dit, allez au commissariat pour porter plainte. Et il a ajouté que au commissariat, parfois les gens traînent un peu des pieds, les officiers disent, allez à Pharos et ça suffit. Non, quand vous avez une menace à ce point direct, là elle est quand même nette, on parle de m'égorger, alors il faut porter plainte, c'est important, pour qu'il y ait des choses qui puissent se mettre en branle derrière, venir avec les éléments matériels qui montrent l'existence du propos. Donc moi je vais venir avec mon récépissé de Pharos, avec le lien vers la vidéo et les extraits des propos, et je vais aller passer 1 heure ou 2 au commissariat. C'est ça aussi l'une des conséquences du cyberharcèlement, en dehors du fait que ça peut être extrêmement toxique pour les gens, ça prend du temps, mais l'élément important quand même, c'est que je suis en plein montage, paf, j'ai un coup de fil. Quand on signale un truc à Pharos, il y a du monde derrière, ils lisent vraiment et ils réagissent vite. Je retourne à la vidéo. Il me reste à vous encourager à faire attention à comment vous vous comportez sur les réseaux, tous autant que nous sommes. Conclusion, ne vous laissez pas faire. La liberté d'expression n'est pas un droit, un blanc-seing qu'on donne aux gens pour aller agresser tout le monde verbalement ou autrement. Vous avez les droits. Vous avez le droit de ne pas être harcelé, de ne pas être agressé. Et il y a maintenant des structures pour accueillir votre parole, pour que vous puissiez signaler les problèmes et que vous puissiez éventuellement faire condamner les personnes qui se comportent mal. Et si vous-même, vous avez des comportements excessifs sur les réseaux, ne croyez pas que ça vous définit, vous pouvez changer. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez vous améliorer et débattre, échanger, critiquer, voire vous battre pour vos idées sans être dans le harcèlement, le rabaissement, l'avilissement ou la menace envers ceux qui ne pensent pas comme vous. Et je dis ça, quelles que soient vos opinions. Et là-dessus, je m'arrête, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et Jésus lui dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. » Et puis, si maintenant, t'en as qui sont encore dans le déni et qui se prétendent scientifiques, mais qui sont dans un déni de faits, vous n'êtes pas du tout dans une démarche scientifique. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits, ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, tu revois ta copie, mon grand. Moi, quand j'ai vu, j'avais l'impression que c'était un morceau de pierre basique. Hein. Ouais, un morceau de roche, voilà, c'est souvent ça. Et chaque fossile, en fait, il apparaît de façon différente. Et souvent, ils sont très durs, voire impossibles à remarquer. Là, par exemple, Luc me montre un fossile qu'il a trouvé il y a quelques années, mais qu'il laisse ici parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Il se trouve dans la roche, juste devant nous. C'est censé être un requin préhistorique. Et à côté de la peau, on a le squelette qu'on commence à deviner ici. Ça, c'est une section de vertèbre qui a été emportée, mais tu vois, cette forme circulaire. Et là, on démarre la colonne vertébrale. Ici, tu as des sections de vertèbres qui étaient plantées verticalement. Et puis ça se continue, tu vois, si on le suit, alors avec des parties un peu désarticulées, voilà, encore des fragments d'os, tu vois, caractéristiques avec la fibre. L'animal, il passe par ici, tu vois, si on gratte un peu, là encore une vertèbre. Et là, on arriverait donc vers la tête. Ok, mais heureusement que tu montes parce que c'est pas du tout visuel. Généralement, quand tu trouves un dinosaure ou quelque chose comme ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Bien souvent, un dinosaure, un squelette de plusieurs mètres de long, ça commence avec des petits jetons de cette taille-là. Ça, c'est une section d'ammonite. La même que celle qui est là, mais coupée au milieu. Donc, troisième ammonite sur le bloc.
4e ici et certainement un petit coquillage ici. Le petit coquillage, ça c'est un truc super. Donc on va ramener ça, on va pas chercher plus loin. On a passé toute la journée dans ces montagnes du sud de la France et on a trouvé seulement 2 pièces intéressantes. C'est chouette, mais ce sont pas de gros dinos. Mais bien sûr, pour trouver ce genre de choses, j'ai bien compris qu'il fallait beaucoup plus de temps. Maintenant, on va à l'atelier de Luc, là où il ramène ses cailloux. Et c'est là où il les travaille pour révéler les fossiles. C'est le gros du boulot. Alors c'est une pièce assez exceptionnelle pour la région. Ben, c'est cet animal en fait qui est assez connu. Allez, je t'aide un peu, c'est l'ankylosaure. Donc la plupart ont été trouvés aux États-Unis. Celui-là, il vient vraiment d'ici, quoi, on va dire, autour de la maison, là, des Alpes de Haute-Provence. Attends, c'est incroyable. Tu trouves des dinosaures autour de chez toi en France, c'est quand même dingue. Alors ça reste très rare, en particulier les dinosaures, parce qu'ici on est dans des dépôts marins. Donc pour qu'on trouve un dinosaure, il faut que l'animal soit mort au bord d'une plage et que la carcasse ait été emportée. Moi, je vais vous montrer le bouquet final, vraiment des pièces sensationnelles que Luc a terminées, sur lesquelles il a travaillé plusieurs années. Ça se trouve dans un musée que vous pouvez visiter, son musée privé, et vous allez voir, il y a des pièces exceptionnelles, mais vraiment, vraiment des trucs de fou. Et là, c'est un peu la pièce maîtresse de sa vie, quoi. C'est le truc le plus fou qu'il ait trouvé. Le crâne, il fait 2 mètres, le squelette derrière, il fait 6 mètres, la bestiole, elle fait 8 mètres. Il l'a en entier? Il l'a en entier, ouais. Il l'a en entier. Là, il a eu que le temps pour l'instant de s'attaquer au crâne, parce que c'est la pièce qui va un peu définir, genre, est-ce que ça vaut le coup de préparer tout le squelette? Toutes les dents là que tu peux voir, elles sont d'origine, quoi. Il y a rien qui est replacé, il y a très peu de restauration, et c'est un fossile français en plus, quoi. Il n'y a pas d'équivalent au monde en ichthyosaure de cette qualité-là et de cette taille-là. Une fascination d'arriver à voir ce que la Terre a pu créer sur des millions d'années, à essayer de ressusciter un peu toutes les créatures qui ont pu vivre avant nous. Quand on travaille dans la géologie ou dans la paléontologie, on relativise un peu, il y a 600 millions d'années d'histoire de la vie, on a un bestiaire fabuleux, en particulier avec des animaux qui ont disparu, qu'il est difficile à interpréter. La façon de fonctionner que j'ai depuis gamin qui a pas beaucoup changé, c'est cette envie d'arriver à révéler des animaux assez fantastiques qui sont dans les roches, qui ne se voient pas et qui par le travail de préparation arrive finalement à être révélé, à être vu, quoi. On ressuscite un peu l'histoire de la vie. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui, en vous écoutant, et ils sont des millions dans le monde, se disent que vous faites partie d'un complot pour cacher le fait que la Terre est plate? Alors, je trouve ça triste que des personnes pensent que on n'est pas allé dans l'espace et que la Terre n'est pas ronde, que la Terre est plate. Je trouve ça triste parce que c'est avant tout un manque de curiosité saine de la part de ces gens-là. Parce que s'ils cherchent vraiment, honnêtement, objectivement à comprendre, ils vont vite comprendre que la Terre est ronde. Et c'est tellement facile à prouver, c'est tellement facile. Mais je trouve ça triste parce que c'est des personnes qui se sont fait influencer par d'autres, qui avaient une bonne tchatche, des bons arguments fallacieux et un peu tordus, pour convaincre ceux qui étaient prêts à les écouter parce qu'ils étaient ignares sur le sujet. Quand vous ne connaissez rien à quelque chose, la première personne qui vous en parle avec un discours très très bien construit, vous la croyez très facilement. Et une fois que vous avez cru facilement quelque chose, c'est ancré quelque part. Même si plus tard, vous êtes capable de reconnaître que vous aviez tort. Mais il y a quelque chose qui reste. Et c'est dommage parce que c'est tellement facile à démonter cette histoire de Terre plate. Parce que les platistes, c'est comme ça qu'on les appelle, sont d'accord pour dire que la Terre est finie. Elle a une dimension finie. Si elle est plate et qu'elle est finie, et qu'elle a une forme de disque, ils sont d'accord avec ça, c'est qu'il y a un bord. Donc Scott Kelly, avec qui j'ai volé dans l'espace, me disait « Mais on devrait voir fleurir les agences de voyage qui organisent des tours pour aller visiter le bord. Ça doit être génial au bord. » Alors les platistes disent « Oui, mais il y a des kilomètres de glace en hauteur qui ne permettent pas d'atteindre le bord. » Mais ben, même des kilomètres, on sait en avion monter à plusieurs kilomètres au-dessus. Mais bon, c'est dommage parce que c'est tellement facile de démontrer l'inverse. Alors maintenant, il y a plusieurs façons de démonter ça très facilement. Pour moi, la plus simple, c'est
si c'était fake, si les marches d'astronautes sur la Lune étaient fausses, les premiers à le savoir et à le faire savoir auraient été les Soviétiques. Or, ils ont tout de suite félicité les Américains quand ils ont réussi Apollo 11. Alors, pour que les Soviétiques reconnaissent avoir perdu la course, c'est vraiment qu'ils avaient aucun moyen de démontrer que c'était faux, et même plus que ça, ils ont eu eux-mêmes, par leur propre moyen, la preuve qu'ils l'ont fait. Ce qui est doublement triste dans ces théories du complot, c'est qu'il y a les ignares dans ces domaines qui croient facilement, naïvement, ce qu'on leur dit, et il y a ceux qui racontent, qui construisent le complot pour des raisons malhonnêtes. Et ça, c'est encore plus triste. Parce que la plupart des théoriciens du complot le sont par malveillance. Ils ont un but derrière de prise de pouvoir de l'inconscient collectif. Et il y en a quelques-uns qui sont quand même intimement convaincus, honnêtement, pour de très mauvaises raisons intellectuelles. Et ça, c'est tant pis pour eux. Je veux dire, ce sera difficile de les convaincre autrement. Enfin, tout ça, quand même, nous montre qu'il y a une défiance à l'égard de la science. On le voit aussi dans la crise d'aujourd'hui. Oui, mais bon, parce que la science n'est pas enseignée à un niveau minimum suffisant à tous les jeunes. Et alors, en France, c'est peut-être notre système éducatif qui est trop exigeant. On met tout de suite les maths, sont très sélectifs tout de suite. Mais bon, la science, on y accède facilement quand on a un esprit cartésien de base. Parce que la science, elle se base sur des faits et sur des techniques de raisonnement, qui s'apprennent d'ailleurs. Comment raisonner pour arriver à une conclusion à partir d'informations au départ. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout de cerveau construit mentalement pour pratiquer le raisonnement. Et certains sont très très forts dans d'autres domaines, dans le domaine artistique. Mentalement, il y en a qui n'auront jamais accès à la démarche scientifique parce qu'ils ne sont pas câblés pour ça, mais il y en a très peu comme ça. D'autres, c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas dans un milieu éducatif qui leur donnait accès à la science. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, transit. Oh, it happened! I saw it! I totally saw it! Dude! Did you see it? No, I didn't see it. I didn't see It happened. I saw it in the monitor. Go back to your recorder. It happened. You saw it. I swear I saw it. 6, 5, 4, 3, 2, 1, transit. Oh, it happened! I saw it! I totally saw it! Dude! 4, 3, 2, 1, transit. There it was! That is so awesome. Dude. Yes! Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Pour observer les transits lunaires ou solaires de l'ISS, il existe plusieurs sites sur Internet qui donnent à l'avance les lieux et les heures. C'est sur transit-finder.com que j'ai découvert que le 18 avril 2018, l'ISS allait passer 2 fois devant le Soleil au-dessus de mon village, Vallouise-Pelvoux. Je pouvais donc observer ce phénomène peu courant dans mon jardin. 2 transits dans mon transat. Ces sites n'ont jamais été pris en défaut. Si le transit est annoncé à 11h50 et 41 secondes, l'ISS sera pile au rendez-vous. Vous pouvez en être certain. C'est important pour la suite. Je me suis donc préparé à ces événements.
J'ai mis en station un petit télescope Maxutov de 127 mm d'ouverture. J'ai installé mon boîtier photo au foyer. Et je n'ai surtout pas oublié de mettre à l'avant du télescope un filtre solaire Bahader. Sinon, cela aurait été la mort de mon capteur et celle de mes yeux. Et puis j'ai attendu. À 11h50 et 40 secondes, pile à l'heure, l'ISS a traversé le disque solaire en 56 centièmes de seconde, comme cela était prévu. Yes! Oh, génial! Je filmais à 60 images par seconde. J'ai donc obtenu 30 images que j'ai assemblées sous Photoshop pour former ce beau chapelet. Un peu flou, certes, car la mise au point n'était pas parfaite, mais très sympathique. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Est-il possible aujourd'hui de redécouvrir par nous-mêmes que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil sans passer par ce qui nous est enseigné à l'école? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le plus simple, la sphéricité de la Terre. Les jours, nous voyons le Soleil effectuer sa course circulaire dans le ciel. On sait tous dessiner de mémoire la trajectoire du Soleil avec le bras. Si on prolonge cette trajectoire au-delà du coucher du Soleil, notre bras indique une position sous le sol. Le Soleil est passé sous nos pieds, et c'est pour ça qu'il fait nuit. Que fait-il une fois sous nos pieds? On ne le sait pas puisqu'il est caché. On peut imaginer qu'une fois disparu derrière l'horizon, le Soleil se mette à tourbillonner ou alors qu'il s'arrête, s'éteigne avant de se rallumer et repartir au petit matin. Mais le plus simple est bien entendu d'imaginer qu'il continue sa course à l'identique. D'ailleurs, la vitesse de rotation du Soleil étant constante, on peut calculer rigoureusement combien de temps il lui faut pour réapparaître à l'est. Et on constate qu'il est bien au rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous pouvons facilement voyager. Il suffit par exemple de demander à un ami de se rendre de l'autre côté de la Terre et de lui téléphoner en pleine nuit. Votre ami vous dira qu'il fait plein jour pour lui et qu'il voit le Soleil au-dessus de sa tête. Vous savez alors deux choses. Premièrement, que le Soleil est sous vos pieds. Deuxièmement, qu'il est au-dessus de la tête de votre ami. La conclusion est alors évidente. Votre ami a la tête en bas par rapport à vous. La Terre est sphérique. Tout le monde voit le Soleil disparaître derrière l'horizon. Il suffit d'aller contempler un coucher de soleil sur la mer pour constater que le disque solaire est partiellement caché par l'horizon. En disant que le Soleil reste au-dessus de l'horizon, cette théorie est stupide. Est-ce que les lois de la perspective pourraient expliquer ce phénomène? Absolument pas. Si le Soleil est au-dessus de la surface plate de la Terre, les lois de la perspective nous disent qu'on le voit au-dessus. En revanche, ce que disent les lois de la perspective, c'est que si le Soleil devait disparaître au loin au point de devenir plus petit qu'une étoile, eh bien, il devrait passer par toutes les tailles intermédiaires durant la journée. Qui a déjà vu le Soleil changer de taille? Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Nous observons le ciel à partir d'un point à la surface de la Terre. Lorsque le Soleil est du côté de l'observateur, sa lumière se diffuse dans l'atmosphère, ce qui masque la faible lueur des étoiles. Nous allons commencer par ignorer l'éclairage du Soleil et imaginer qu'on peut voir les étoiles sans être gêné par la lumière du jour. La Terre pivotant sur elle-même, un humain observe les étoiles en tournant autour de l'axe nord-sud. C'est bien lui qui tourne dans l'espace, mais il a l'impression inverse. Pour lui, c'est l'univers qui tourne. Pour un observateur sur Terre, le mouvement des étoiles est alors très simple. Elles tournent autour de lui. Si on mesure en combien de temps la voûte céleste fait un tour complet, on trouve 23h56. C'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Le Soleil est une grosse étoile qui suit le mouvement de l'ensemble de la voûte céleste. Comme le Soleil, les étoiles se lèvent à l'est, montent dans le ciel, puis redescendent pour se coucher à l'ouest. Selon sa latitude sur Terre, on ne voit pas la même partie de la voûte céleste. Au pôle Nord, on voit seulement l'hémisphère céleste nord. Les étoiles tournent autour d'un axe vertical. Un observateur situé au pôle Nord ne voit aucune étoile de l'hémisphère sud. Si l'observateur se déplace vers l'équateur, la verticale du point d'observation s'incline vers le sud. Lorsqu'il est exactement à l'équateur, la verticale est perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre. En continuant sa route vers le sud, la verticale s'incline vers le sud. Arrivé au pôle sud, la verticale est à nouveau alignée avec l'axe de rotation de la Terre, mais vers le sud de la sphère céleste.
Si on représente ce voyage du point de vue de l'observateur, c'est la sphère céleste qui s'incline par rapport à la verticale. Au pôle Nord, comme on l'a vu, la sphère céleste tourne autour de la verticale. Lorsque la latitude diminue, l'axe de rotation de la sphère céleste s'incline. Les étoiles semblent tourner autour d'une étoile fixe qu'on appelle l'étoile polaire. Arrivé à l'équateur, l'axe de rotation est horizontal. L'étoile polaire est au niveau de l'horizon, dans la direction du nord. Pour un observateur situé à l'équateur, la voûte céleste surgit de l'est, monte dans le ciel et redescend pour disparaître à l'ouest. Ce mouvement est radicalement différent de celui observé au pôle Nord. Lorsque l'observateur passe dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire disparaît définitivement et les étoiles semblent désormais tourner autour d'un point fixe de l'hémisphère sud. Plus la latitude de l'observateur se rapproche de celle du pôle sud, plus l'axe de rotation de la voûte céleste se rapproche de la verticale. Arrivé au pôle sud, l'observateur ne voit plus que l'hémisphère céleste sud tourner autour de la verticale. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Sauf que ce n'est pas la Lune, c'est notre bonne vieille Terre. Et notre bonne vieille Terre, elle est 6 fois plus grosse. En fait, les astronautes auraient dû retransmettre ce type de proportion. Voilà ce qu'auraient dû montrer les missions Apollo, si elles avaient été sur la Lune. L'appareil photo choisi par les missions Apollo est un Hasselblad 500EL. Le voici, l'Hasselblad. Mais ce n'est pas tout. Certaines scènes sont photographiées comme sur un plateau de cinéma avec d'énormes projecteurs et des panneaux réflecteurs de lumière. Et là, on comprend bien, sur celle-ci, que le Soleil, la source de lumière, est derrière le LEM. Il est donc totalement impossible d'avoir un astronaute aussi net. Il devrait être au pire complètement dans le noir, ou au mieux on distinguerait une vague qui est douce. Donc en fait, si c'est pas le Soleil, c'est que c'est un projecteur, mais qu'ils en ont mis un autre de ce côté-là. Alors pour pas faire lumière, ils utilisent ce qu'on appelle des, vous savez, les fameux tableaux blancs là pour refléter la luminosité. Et rappelez-vous une chose, que si la NASA était capable de manipuler l'information, malgré l'incroyable travail des chercheurs de vérité, je n'ose imaginer ce dont ils sont capables de nous cacher. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Juste pour le plaisir, je me suis déplacé un peu plus loin, à Ranquet. Dans une petite anse, j'ai installé mon matériel et j'ai attendu. Oh, pas très longtemps, car je savais exactement ce que je voulais observer.
Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. Le poids, c'est la force qu'exerce une masse soumise à une gravité. Pour calculer cette force, qui s'exprime en newton, on utilise la formule P égale m fois g. Donc ma Twingo à Paris possède un poids de 7857,6 newtons, car la gravité à Paris est d'environ 9,822. Est-ce que la gravité est la même partout sur Terre? Non, elle est légèrement différente, suivant qu'on est plus ou moins éloigné de l'équateur. Par exemple, à l'équateur, elle vaut 9,766. Au pôle, que ce soit le nord ou le sud, elle vaut 9,866. Et à Paris, comme on l'a dit, elle vaut 9,822. Pourquoi ces différences? Eh bien, parce que la Terre n'est pas tout à fait une sphère parfaite. Elle est légèrement aplatie au pôle, et donc nous sommes plus près de son centre, ce qui implique une gravité un peu plus forte. Ce qui résulte un poids différent pour ma Twingo. 7812,8 newtons à l'équateur, 7892,8 newtons au pôle et 7857,6 newtons à Paris. Si je pèse ma Twingo à Paris avec une balance réglée à l'équateur, la balance affichera une masse supérieure à Paris, et encore plus si je vais au pôle avec. Si on se pèse à Paris et qu'on emmène notre balance avec nous, nous serons plus légers à l'équateur, mais plus lourds au pôle. On pourrait faire l'expérience facilement, avec une masse qui ne bouge pas, par exemple, car nous, on transpire, on mange, on va aux toilettes, donc c'est pas fiable entre le moment où on est à l'équateur et qu'on revient à Paris. On pourrait prendre 1 kg de sucre, on verrait une différence de son poids sur la balance à différentes latitudes du globe, à condition que la balance soit réglée à un endroit et qu'on ne touche plus au réglage. Une vraie démarche scientifique, tu prends les faits. Si les faits ils viennent fracasser tes certitudes et que tu dois revoir ta copie, bah tu revois ta copie, mon grand. On va essayer de vous faire découvrir toute la station dans un petit tour en vidéo. Et évidemment, on va commencer ici dans le laboratoire Columbus, qui est la maison de l'Europe dans l'espace. Et derrière moi, c'est vrai que j'ai fait flotter mon drapeau français, mais c'est un laboratoire européen où on fait de la physiologie, recherche en physiologie. Là-bas, on a une machine à ultrasons. Ici, au fond, c'est là où on fait des prises de sang, laboratoire de biologie, la lumière rose que vous voyez peut-être ici. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais, tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. On est à l'avant, ici à droite, et on va se diriger vers le laboratoire japonais à l'avant à gauche. Suivez-moi. Laboratoire japonais, c'est le plus grand module de la station spatiale. On a des frigos à moins 80 degrés, des congélateurs même. Encore une fois, sciences des matériaux pour étudier les alliages, physiologie, physique des plantes. On a des équipements de communication. On a à peu près tout ce dont on peut rêver. Ce laboratoire, c'est une mini station spatiale. On a ici le station de commande du bras robotique japonais qui se trouve derrière moi. C'est qu'il a un grenier dans lequel on peut entreposer énormément de choses et ça c'est super pratique. Donc, comme tous les greniers, il n'est pas extrêmement bien rangé, mais il nous permet vraiment d'occuper toute la place. Et c'est les Japonais sont les seuls qui ont pensé à ça initialement, qui ont un module juste pour le stockage. On va maintenant reprendre la visite. Comme vous voyez, pour se déplacer, il n'y a quand même rien de plus pratique que flotter. Donc ici, on est toujours à l'avant de la station, mais à l'avant à gauche. Et maintenant, on va descendre vers l'arrière de la station et je vais essayer de vous montrer tous les modules. Ici, on se trouve dans un module de jonction qu'on appelle les nœuds, node en anglais, donc c'est le node 2, le nœud numéro 2. Ici, l'avant de la station, les sorties de secours se trouvent sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Ici, par exemple, on entrepose des scaphandres. Quand on se prépare pour une sortie extravéhiculaire comme en ce moment,
C'est ici, sur ce sas, que viendront se docker des véhicules spatiaux. Il y a une porte qui s'ouvre sur l'espace. Ici, on a des tables pour faire nos bricolages. Et puis ce qu'on a aussi disposé tout autour de la circonférence, c'est nos couchettes. Donc moi, j'utilise celle du bas. Donc, je vais vous faire visiter rapidement. Donc il n'y a pas énormément de place, mais c'est suffisant. On a nos ordinateurs qui nous servent à envoyer des emails à la famille, à communiquer et puis surtout à travailler, à suivre nos procédures. Le sac de couchage qui est accroché au mur, donc on dort accroché au mur. Et puis des petits objets personnels, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés, les habits de rechange, tout le nécessaire. C'est comme une petite cabine d'un voyage en bateau qui durerait 6 mois. Voilà. On va reprendre le... Donc on en a 4... On a ici aussi ici c'est nos affaires personnelles, c'est notre vestiaire, c'est là où on range nos habits. Et le matin ou le soir en rentrant, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se désorienter. Si on rentre à l'envers par exemple, on ne va pas dans celle du bas parce que sinon évidemment on se trompe. Et si vous-même vous avez des comportements excessifs sur les réseaux, ne croyez pas que ça vous définit, vous pouvez changer. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez vous améliorer et débattre, échanger, critiquer, voire vous battre pour vos idées sans être dans le harcèlement, le rabaissement, l'avidissement ou la menace envers ceux qui ne pensent pas comme vous. Et je dis ça, quelles que soient vos opinions. Et là-dessus, je m'arrête, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.